Vous avez compris, il s'agit d'un procès des générations futures. C'est donc une version théâtralisée du procès. Il ne s'agit pas, en aucune manière, d'un lynchage public. Il ne s'agit pas non plus d'une adulation, même si je sais que vous aimez beaucoup Najat à mes côtés. Voilà, donc il faudra rester silencieux durant l'intégralité du procès, modérer vos ardeurs, même si quelques rares applaudissements pourront être tolérés par la présidence. Soyez magnanimes, soyez tolérants comme vous l'êtes toujours, et tout se passera bien. Alors, mesdames et messieurs, le tribunal de l'Académie Léon Blum réunit ce soir pour examiner une affaire qui traverse nos vies quotidiennes, qui bouleverse nos relations sociales, notre rapport au monde et à nous-mêmes. Et je crois que le président lui-même, pas moi, mais le président Vallaud, en a parlé. Il a évoqué ce temps que nous passons les uns et les autres sur les réseaux sociaux. Il a évoqué ce temps qui nous capte sur nos téléphones. Il a évoqué à demi-mot les big tech, Facebook, X, TikTok, Snapchat, YouTube, qui font partie de nos vies, de vos vies. Alors, ces entreprises ne vendent pas simplement des biens de consommation courants, ils vendent du temps, ils vendent aussi nos données, ils vendent nos émotions, ils captent nos différents comportements et leurs algorithmes sont les plus puissants puisqu'ils savent aussi orienter nos préférences. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un certain nombre de rapports que nous pourrons être amenés à invoquer dans ce procès. Et je tiens à le dire, aujourd'hui, les plaignants de ce procès, les parties civiles, sont volontaires, ne sont pas contraintes, c'est vous n'êtes pas forcés, vous êtes ici aussi pour subir un éclairage collectif, et je compte beaucoup sur Madame la procureure et sur Madame l'avocate de la défense pour participer à notre émulation collective et à faire venir la meilleure des décisions de ce tribunal des générations futures. Ce procès, c'est pas une distribution de beaux ou de mauvais points, c'est pas l'idée aussi que tout est joué d'avance. Donc c'est pour ça que je vous demande la meilleure des écoutes, la meilleure des attentions pour examiner politiquement un système économique fondé sur la marchandisation de nos vies, la marchandisation de nos existences numériques, mais évidemment aussi de nos vies physiques. À l'issue de cette audience, vous ne serez pas invité à applaudir ou à condamner, mais vous devrez trancher. C'est pourquoi vous devez être attentifs et il y aura un vote. Vous êtes les jurés et donc à la fin, c'est vous les patrons. La grande question qui nous est posée ce soir, c'est: souhaitons-nous rester les marchandises des réseaux sociaux ou sommes-nous prêts à en payer le prix politique, économique et démocratique pour en sortir? Vous remarquerez que la formulation n'est pas du tout biaisée. Pour répondre à cette question, il y aura donc 3 sous-questions sur lesquelles vous serez amenés à vous prononcer. Les régulations et les outils actuels sont-ils suffisants pour réguler les réseaux sociaux? Et ça supposera peut-être aussi d'expliquer quels sont les niveaux de régulation en vigueur. Faut-il transformer radicalement le modèle publicitaire des réseaux sociaux, quitte à mettre à mal leur rentabilité actuelle, puisque c'est sur la vente de publicité que se fonde le modèle économique des réseaux sociaux? Acceptons-nous de conserver le modèle de monétisation par la publicité avec des garde-fous renforcés? Vous voyez ici une petite preuve de nuance. Alors, je vais juste rappeler les règles de ce procès des générations futures. Les temps de parole sont strictement encadrés et en tant que président, donc je serai l'arbitre, mais aussi le garant de cet équilibre. L'accusation comme la défense sont à égalité de temps de parole. Je suis, pour ma part, garant de cette équité, évidemment pas détenteur de la vérité. À la fin, le verdict ne sera pas mon verdict, mais ce sera votre verdict, un verdict collectif et un verdict politique. Et c'est tout l'objet de cette audience. Je veux remercier donc les différents participants d'avoir accepté l'invitation de l'Académie Léon Blum ce soir,
d'avoir répondu présent parfois à la dernière minute, et je pense à certaines des personnes auditionnées pour leur expertise. Mais avant de procéder à l'audition de ces témoins, je vous propose de laisser la parole à Madame la procureure pour une forme de réquisitoire introductif, pourrait-on dire, et puis évidemment à la défense pour pouvoir présenter les grandes lignes de cette stratégie de défense que vous aurez, chère Taïma, à proposer. Alors peut-être, avant de leur laisser la parole, dire pourquoi elles sont là. À ma gauche, mais peut-être à ma droite, Najat Vallaud-Belkacem. Alors, faut-il la présenter en intégralité? Pas forcément, mais je tiens d'ailleurs à la remercier. En tant que président, j'ai déjà été un peu corrompu, mais j'ai reçu en avant-première son dernier ouvrage, il faut le dire. Voilà, et même dédicacé. Donc je ne sais pas si c'était une tentative d'amadouer ma bienveillance, mais je tiens ici, en termes de transparence, à déclarer ce conflit d'intérêts. C'est Sévrage numérique, enquête sur notre rapport aux écrans et comment nous en libérer. Voilà la qualité de la procureure et ce qui fait qu'elle a une légitimité ce soir à porter l'accusation lors de ce procès. À ma droite, alors peut-être qu'il faut la présenter, mais elle fut, compagnon de route d'un grand parti social-démocrate français, socialiste même, je dirais, Taïma Saman, donc qui est aujourd'hui avocate en affaires publiques, droit européen aussi, droit du numérique, qui a pu travailler avec certaines des big tech qui sont ce soir soumises à notre attention, et qui est aujourd'hui donc avocate et aussi qui est responsable d'un think tank qui s'appelle Villa Numéris, actrice d'un groupe de travail, enfin je veux dire présidente d'un groupe de travail, je sais pas comment on dit, présidente d'un groupe de travail, voilà, sur les libertés d'expression à l'ère numérique. Voilà aussi pourquoi nous avons proposé à Taïma de venir, à la fois parce qu'elle est vraiment avocate et parce qu'elle est vraiment une spécialiste de ces sujets. Interviendront Dominique Boulier, sociologue, professeur des universités, spécialiste des usages du numérique et des technologies cognitives, Léa Chou, qui est influenceuse et sociologue des plateformes numériques, et Laurent Benzoni, qui est professeur de sciences économiques émérite à l'université Paris Assas, pardon. J'ai trop l'habitude de dire Panthéon-Sorbonne, c'est une déformation personnelle. Président de la société d'expertise économique Terra Consultant. Merci à eux, merci à vous. Et donc, je déclare ce tribunal des générations futures ouvert. Et donc, pensez que vous jugez au nom des générations futures. C'est très important. Madame la procureure, je vous en prie, vous avez la parole. Peut-être, oui. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les jurés, ne vous laissez pas tromper par l'intitulé de ce procès. Il n'y a pas grand-chose de fictif dans ce que nous allons aborder ce soir. C'est au contraire un débat et un procès extrêmement sérieux et qu'il était temps que nous fassions. Dans le box, ce ne sont pas de simples applications ludiques que nous jugeons aujourd'hui, mais bien une industrie qui a méthodiquement organisé le pillage de notre attention, l'empoisonnement de notre vie démocratique, la mise en danger de notre santé mentale et la corrosion même de notre rapport à la vérité. Sous des logos colorés et avec la promesse trompeuse du lien, les réseaux sociaux, depuis quelques années déjà, ont bâti un système comparable à une mafia numérique. Leur carburant, c'est notre temps de cerveau, et leur première victime, ce sont nos enfants. Je vous demanderai donc à toutes et à tous de voir ce prévenu pour ce qu'il est réellement, pas un jouet, non, mais une industrie de l'addiction, une machine politique de désinformation, un accélérateur de haine et un prédateur écologique. Les réseaux sociaux se présentent comme des instruments de liberté. En réalité, ce sont des machines à capter le temps, qui saturent chaque minute de notifications, de flux infinis, conçus pour empêcher toute pause, toute respiration intérieure. Peu à peu, nous avons délégué à des algorithmes notre capacité à choisir, à penser, à trier, au prix d'un réel dégât mental, difficulté à lire un livre, à se concentrer, à soutenir une pensée un peu longue.
Derrière chaque recommandation, il y a un système conçu pour prolonger notre captivité, qui exploite un à un les mécanismes de dépendance jusqu'à rogner notre sommeil. Le scroll infini devient plus fort que notre volonté. L'économie de l'attention a transformé notre disponibilité mentale en capital financier. Chaque seconde arrachée à la lecture, au vrai lien, au repos, est convertie en valeur pour des plateformes dont la prospérité repose sur notre incapacité à décrocher. Si ce n'était que cela, ce système, il a du sang sur les mains. Les données de santé publique montrent ces dernières années une hausse exponentielle, terriblement inquiétante, de l'usage problématique des réseaux sociaux, notamment par les adolescents, et des troubles qui y sont associés. Faut-il les rappeler ? Anxiété, dépression, insomnie, idées suicidaires quand ce n'est pas le passage à l'acte, surtout chez les jeunes filles. Or, les plateformes qui sont derrière ces réseaux sociaux savent que leur contenu renforce les complexes, les troubles de l'image corporelle, les conduites à risque. Pourtant, elles continuent à pousser ces flux toxiques, régimes extrêmes, modèles de perfection irréalistes, challenges dangereux. Pourquoi ? Parce que cette détresse rapporte de l'engagement. Derrière les fils d'actualité apparemment innocents de nos réseaux, des milliers de modérateurs, situés généralement dans les pays du Sud, en Afrique, en Asie, visionnent à longueur de journée des scènes insoutenables, des scènes de meurtre, de lynchage, d'abus, d'actes terroristes, pour trier et pour nous épargner ce qu'il y a de pire. Beaucoup de ces gens, payés au lance-pierre, sans aucun accompagnement psychologique naturellement, développent des stress post-traumatiques. C'est le prix humain caché de notre confort numérique, auquel il faudrait ajouter, si on veut être sérieux, le prix écologique, car on veut nous faire croire que le numérique est immatériel et que les 5 à 10 heures que nous y passons par jour ne reposent sur rien. Non, pas tout à fait. La réalité est brutale. Chaque like, chaque vidéo repose sur une chaîne de serveurs, de minerais, d'énergie, de déchets électroniques. Le savez-vous ? Une part considérable, près de 80% de ces déchets électroniques, finit dans des décharges dans des pays déjà très fragilisés au sud du monde, au prix de pollution irréversible pour les sols, pour l'air, pour la santé des populations. Enfin, les réseaux sociaux sont devenus, quand est-ce que ça a commencé exactement ? Quand est-ce qu'on a fini par s'y habituer ? Un vecteur massif de cyberharcèlement, humiliation, menaces, revenge porn, attaques de meute suffisent à détruire une scolarité, une réputation, parfois une vie. Et pendant ce temps-là, les plateformes se retranchent derrière leur statut d'hébergeur, comme si leur responsabilité s'arrêtait à l'écriture de leur code. Mais le plus grave, et peut-être encore ailleurs, les réseaux sociaux ne font pas qu'organiser notre soi-disant distraction. Non, ils reconfigurent notre rapport au vrai. En mélangeant sans hiérarchie le savoir de l'expert et l'opinion du premier venu, ils ont créé un univers où tout se vaut, où l'émotion brute concurrence la preuve, où le ressenti tient lieu de raison. Les fausses informations y circulent 10 fois plus vite et plus loin que les vraies, portées par des algorithmes conçus pour favoriser le sensationnel et l'indignation. Et voilà comment naissent et se déploient les théories complotistes, la perte de confiance envers les institutions, l'hyperpolarisation des esprits et des débats. Nous sommes, mesdames et messieurs les jurés, monsieur le Président, passés presque insensiblement d'une démocratie représentative à ce que certains appellent une algocratie, c'est-à-dire des systèmes privés, opaques, sans mandat, qui orientent l'agenda public, qui polarisent la société, qui pèsent sur les scrutins, et on l'a vu, par le micro-ciblage émotionnel et la désinformation. J'en terminerai par là. Les réseaux sociaux dont je viens de vous parler ne sont pas de simples produits, ce sont les avant-postes d'un projet politique et économique. En échange d'une gratuité illusoire, ils exigent que l'on leur cède en masse nos données personnelles, nos comportements deviennent leur matière première, nous sommes influencés, profilés jusque dans nos choix politiques, au mépris de la souveraineté, au mépris évidemment de l'égalité dans le débat public. Mesdames et messieurs les jurés, monsieur le Président,
Nous ne sommes plus face à un simple problème individuel d'hygiène numérique. Nous sommes face à une urgence démocratique, sanitaire, écologique et politique. Il ne s'agit pas de condamner toute technologie, mais un modèle précis, et c'est l'objet de ce procès, le modèle d'un technocapitalisme qui a choisi d'exploiter nos faiblesses plutôt que de cultiver nos forces, de maximiser l'addiction plutôt que l'émancipation, le chaos plutôt que la délibération, la marchandise plutôt que la dignité humaine. Il est temps de dire stop. Je vous remercie. Merci, Madame la procureure. Par mesure d'équité, la procureure ayant outrepassé son temps de parole de 4 minutes, ça sera une même libéralité qui sera offerte à la défense. Madame l'avocate de la défense, vous avez la parole pour 9 minutes. Sinon, je vous prêterai le mien avec grand plaisir. Je tiens à dire aussi, je n'ai pas déclaré mon conflit d'intérêt, mais j'ai été invité récemment à un colloque par Villa Numéris, et donc voilà, pour dire aussi ce conflit d'intérêt. Alors, je vais commencer par ma conclusion, parce que je voulais finir par cette phrase, mais je vais démarrer à écouter. Alors d'abord, Monsieur le Président, Madame la procureure, Messieurs et Mesdames les jurés. Tout d'abord, si c'est un vrai procès, si nous ne sommes pas devant un procès fictif, j'ai un petit sujet avec un juré que je n'ai pas pu choisir pour défendre mes clients, qui a clairement été entraîné depuis quelques heures, depuis 16 heures, je crois, sur la problématique des sujets que posent les réseaux sociaux et qui n'a pas forcément une vision totalement neutre de ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui. Donc je vais faire au mieux. Je vais essayer de vous faire douter. Je n'ai aucune chance de gagner ce procès parce que le cadre ne le permet pas. Et le discours de Madame la procureure ne fait que m'en confirmer. Donc je commencerai par ma conclusion qui est en réalité tout ce qui est excessif est insignifiant. Et les propos de Madame la procureure, pour le moins, ont été particulièrement excessifs. Et d'ailleurs, permettez-moi de commencer par une phrase en essayant de... Alors les plus vieux, vous êtes priés de ne pas failloter, mais pour les plus jeunes, de trouver qui a pu dire nos clients ne sont pas nos audiences, nos clients sont Coca-Cola, et ce que nous leur vendons, c'est du temps de cerveau. Est-ce que vous pensez que c'est Elon Musk? Est-ce que vous pensez que c'est Mark Zuckerberg? Est-ce que vous pensez que, alors c'est vraiment imprononçable, Zouzouzi, le président de TikTok? Pas du tout. C'est Patrick Lelay, en 2004, patron de TF1. La problématique de la publicité est tout, sauf nouvelle. Et la problématique de la publicité, si je peux me permettre, a accompagné toutes nos démocraties libérales pour permettre la liberté d'expression, d'abord la liberté d'expression, puis, avec les réseaux sociaux, le droit d'exister sans être ni héritier, ni rentier. C'est ce que je voudrais essayer de vous démontrer en prenant toute la mesure de la problématique et sans nier les sujets qui peuvent y être apportés. Les outils est-ce que la liberté d'expression, le droit d'entreprendre sont absolus? Absolument pas. Madame l'avocate, je peux peut-être vous parler un peu plus dans votre micro Merci. Désolé. Donc, une démocratisation croissante des moyens et outils de la liberté d'expression, de l'accès à l'information et surtout de la démocratisation de la notoriété des personnes, des idées, mais aussi des entreprises. Des outils qui ont accompagné depuis les années 30 toute la prospérité économique et son corollaire de la consommation de masse. Savez-vous depuis quand, et là je me permets d'anticiper sur peut-être un autre témoignage, savez-vous depuis quand la publicité est autorisée à la radio? 1930. À la télévision, 1968. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis un accès à des outils de communication qui ne soient pas organisés et qui ne soient pas structurés par l'État. Elle a accompagné aussi une société de consommation de masse. Est-ce que la société de consommation de masse est désirable? Et est-ce elle doit être développée sans contraintes et sans frontières? Certainement pas. Mais l'interdiction et la stigmatisation
de tout ce qui a permis de transformer nos sociétés dans ces libertés n'est peut-être pas complètement à mettre à la poubelle. Et à cet égard, je voudrais vous raconter une anecdote, justement, dans mon groupe de travail sur la liberté d'expression, où j'exprimais des doutes un peu similaires à celles de Madame la procureure, un peu plus nuancés quand même, que de dire que les réseaux sociaux avaient affaibli la liberté d'expression. Et je me suis fait renvoyer dans mes cordes par le président de Cartooning for Peace. Alors, Cartooning for Peace, c'est l'association des dessinateurs de presse, ceux qui ont payé très cher la liberté d'expression chez Charlie, en disant non, les réseaux sociaux ont permis la démocratisation de cette liberté d'expression en la faisant sortir d'un cadre centralisé et à la main de quelques privilégiés pour la redonner à tout le monde. Aujourd'hui, 40% des 15-24 ans s'informent chaque semaine via des créateurs de contenu. Pas forcément pour vendre du Coca-Cola, hein, si vous regardez Hugo Décrypte, Gaspard G, si vous regardez Teach ou d'autres systèmes ou d'autres sites, si vous regardez la presse traditionnelle et communiquer ses contenus sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'on n'est pas que dans la vente de la commercialisation de nos cerveaux. Près de 7 Français sur 10, selon l'ARCOM, surfent chaque jour sur les réseaux sociaux. Il serait étrange que des jurés, dont on connaît les sympathies pour les libertés publiques, soient ceux qui, comme le président du Gabon, comme le président russe, comme le président chinois, décident qu'il faut tout supprimer pour remettre les réseaux à la main de sachants ou de privilégiés. Alors, quel modèle économique ? Eh ben, la publicité aujourd'hui, c'est 70% du financement de la presse d'information et de la presse dite libre, même quand elle est subventionnée. Est-ce qu'on peut subventionner plus que ça ? Je rappelle, alors, pour ceux qui le souhaitent, hein, on peut revenir au temps béni de l'ORTF. Je ne suis pas sûre que ça soit souhaitable. Et je voudrais aussi rappeler que les premiers ennemis de la démocratie et de la liberté, jusqu'à il y a 30 ans, n'étaient pas le numérique, n'étaient pas les entreprises privées, mais les États. Notre loi de 1881 sur la liberté d'expression, la loi informatique et liberté, par exemple, sont des lois qui ont été faites et élaborées contre les États. Donc la subvention, ça ne peut pas être la solution à la problématique d'encadrer les contraintes à la liberté d'expression, les contraintes à la liberté d'initiative. Alors, de quoi avons-nous le procès aujourd'hui ? De la publicité, des réseaux sociaux ou de nos démocraties libérales qui ont pris toute une nouvelle saveur avec ce qu'on a pu voir se développer dans le monde ces derniers temps. Nous sommes dans des sociétés complexes. Peut-on se contenter de réponses binaires ? Avons-nous les bonnes questions ? Pour traiter une maladie, il faut d'abord le bon diagnostic pour identifier le bon remède. N'avons-nous pas déjà une partie de remède que nous ne donnons pas la peine d'utiliser parce que dénoncer et les effets de manche, c'est tellement plus facile. Enfin, nous sommes dans un procès pénal. Le principe du pénal, c'est que le fils ne peut jamais être responsable des crimes de son père. Donc nous avons un procès collectif de l'ensemble des structures appelées réseaux sociaux, sans réflexion sur ce qu'ils sont, de leur nature, de leur volonté de trouver des solutions aux effets collatéraux du développement de la liberté d'expression. Nous sommes en train de faire un procès collectif à des gens extrêmement différents. J'espère que ce procès nous permettra de se poser les bonnes questions pour trouver ensemble des réponses équilibrées. Merci, Madame l'avocate de la défense, pour avoir respecté scrupuleusement vos 9 minutes de temps de parole. Alors, je vais désormais procéder à la première audition. Il s'agit désormais d'appeler à la barre Monsieur Dominique Boulier.
peut applaudir encore plus chaleureusement. Pour le remercier de sa présence ici, M. Dominique Boulier. Au nom du Tribunal des générations futures, je vous remercie pour votre présence. Je vais vous demander de décliner votre identité, nom, prénom, quartier, âge et les raisons de votre présence à la barre. Vous n'êtes pas obligé de donner l'adresse précise. Ah, il y a un problème de micro. Peut-être celui-ci. C'est le problème du service public, ça ne marche pas toujours très bien. Donc, je suis Dominique Boulier, je suis professeur des universités émérite en sociologie à Sciences Po Paris. Et je suis ici en raison de mes travaux depuis plus de 40 ans sur le numérique et notamment sur tout ce qui concerne les réseaux sociaux, puisque j'ai publié des ouvrages sur comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux et sur les phénomènes de propagation et de viralité, et récemment sur les déshumanités numériques. Vous n'avez pas dit votre âge, monsieur? Ah pardon, oui, non, ça c'est un peu gênant, mais donc 71 ans. 71 ans, voilà. On est dans un procès, hein, désolé, mais voilà, je vais vous demander maintenant vous allez être interrogé par la procureure, puis l'avocate de la défense, mais je vais vous demander d'abord de jurer, de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures et uniquement dans l'intérêt des générations futures. Et vous demandez donc de lever la main droite et de dire « Je le jure ». Je le jure. Ceci étant fait, je vais d'abord céder la parole à Madame la procureure pour vous interroger pendant une durée de 7 minutes précisément. Madame la procureure, vous avez la parole. Monsieur le professeur, monsieur le chercheur, vous êtes unanimement reconnu en effet sur ces sujets. Voilà des décennies en réalité que vous explorez cette question du capitalisme de l'attention. J'ai envie de commencer avec une première question simple. Vous avez entendu la plaidoirie de Madame l'avocate de la défense. Diriez-vous que la façon dont la publicité est utilisée dans l'univers numérique ressemble à ce que nous avons connu à la télévision, ou y a-t-il une spécificité d'après vous? Merci. Et je vais vous demander de bien parler dans le micro. D'accord. Je pense qu'il est effectivement très important de faire la différence avec le modèle publicitaire des médias de masse que l'on a connu et celui des réseaux sociaux, qui sont les réseaux sociaux depuis les années 2010, pas les réseaux sociaux des années 2000. Ils ont complètement changé à partir de 2010, puisqu'ils ont introduit la publicité. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'on parle désormais de publicité programmatique, qui, elle, va s'appuyer sur des traces que nous, utilisateurs, laissons à chaque activité, des traces qui vont être captées quelquefois au niveau de la microseconde et qui vont être corrélables avec des millions d'autres traces. C'est ce qu'on appelait le big data et le machine learning à une époque, mais qui est maintenant désigné globalement dans ces algorithmes d'intelligence artificielle. Et on voit bien que désormais, nous sommes effectivement dans une économie financiarisée qui, en réalité, a l'objectif d'attirer ces placements publicitaires, non plus seulement avec des programmes et en mobilisant les intervalles pour ce temps de cerveau disponible, comme il a été rappelé précédemment, mais pour, en réalité, cibler des profils de public qui, de fait, vont à ce moment-là être l'objet de captation de toutes leurs traces pour essayer de proposer des placements publicitaires plus pertinents et surtout avec des publics plus actifs. Voilà la différence principale avec l'audience des médias de masse qui était précisément critiquable et critiquée parce qu'elle ne mesurait que des personnages passifs. Donc on a quelque chose de très différent. Et donc, pour expliquer un tout petit peu le mécanisme, c'est effectivement, ce sont des profils qui ne sont pas exploités sur le plan individuel. Quand on parle de société de surveillance, de capitalisme de surveillance, c'est pas faux, mais en même temps, les plateformes elles-mêmes, c'est pas leur intérêt de suivre monsieur machin dans toutes ces activités. Ce qui est intéressant, c'est de le mettre avec l'ensemble de ces paramètres, de ces features, de ces propriétés, de les mettre dans un ensemble d'un espace vectoriel, comme on dit, c'est-à-dire effectivement de tester des corrélations avec d'autres utilisateurs, d'autres contenus, d'autres situations, d'autres petites actions, comme quand on scrolle, quand on passe un temps sur une page, etc. Et donc, on a un graphe social d'un côté, un graphe de contenu aussi, et à ce moment-là, on mobilise tout cela pour essayer d'exploiter au maximum la pertinence de ces moments-là et de proposer aux marques des placements apparemment plus intéressants. J'y reviendrai plus tard, je pense, parce qu'en réalité, on n'en sait rien du tout. Merci pour cette réponse. Alors, je vais demander aux témoins, et vous essuyez les plâtres,
d'être le plus concis possible dans la réponse, puisque dans un espace de 7 minutes, Madame la procureure doit vous poser le maximum de questions. Diriez-vous que ces données collectées par les plateformes et regardées avec autant de soin que vous venez de le dire permettent à ces dernières ou à leurs annonceurs d'orienter nos comportements dans un sens que nous n'aurions pas voulu fondamentalement? Nos comportements de consommation quand nous sommes consommateurs, nos comportements d'acteurs du débat public quand nous sommes citoyens. Alors en réalité, il ne faut pas considérer cela comme une méthode, je dirais, de programmation des comportements directement. C'est avant tout une méthode pour organiser la captation de l'attention et du public pour ces placements publicitaires. Donc à ce moment-là, elle fonctionne sur deux aspects, et là elle oriente nos comportements, c'est vrai, mais elle les oriente de deux façons. Faire rester le plus longtemps possible sur les plateformes en question, et c'est le cas par exemple de certains algorithmes, comme ceux de TikTok, qui sont très forts pour nous maintenir dans l'usage et dans le scrolling infini, comme vous l'avez déjà évoqué. Et ça, on produit alors ce qu'on appelle quelquefois une bulle de filtre, mais souvent on se focalise là-dessus, alors qu'en réalité, il faut aussi penser au fait que les plateformes ont tout intérêt à mobiliser et à susciter de l'engagement, c'est-à-dire de la réactivité par rapport à des contenus qui, du coup, vont paraître comme choquants. Et c'est cet effet-là qui va être aussi très intéressant et qui va engendrer de la viralité. Donc il y a les deux processus, la bulle de filtre et l'engagement, la réactivité. Et ce qui est programmé, ce n'est pas une opinion particulière, un sentiment particulier, c'est ce rythme permanent qui va contribuer à hacher notre attention, à nous mettre dans un état de stress et à nous enfermer dans une réactivité qui, de fait, va provoquer un certain nombre d'effets de polarisation, d'excitation, de ce que j'ai appelé ailleurs du réchauffement médiatique. Merci. Dernière question, Madame la procureure. Est-il, d'après vous, possible, sur un plan technique, de refroidir cette viralité, ce réchauffement que vous venez d'évoquer ? Alors je pense que, comme on a bien dit, que le moteur de tout cela, c'est effectivement la publicité. Il n'y a qu'une solution, c'est de s'attaquer effectivement à cela dans le cœur des algorithmes eux-mêmes. Alors soit on supprime la publicité, effectivement, si je peux me permettre de donner des préconisations, mais qui sont à expérimenter ou à décider, évidemment. Je ne suis pas là à la place du décideur politique. Mais il y a une deuxième hypothèse qui est très importante, c'est-à-dire qu'au minimum, même si on accepte la publicité, elle doit pouvoir être régulée comme elle l'est dans les médias de masse. C'est-à-dire qu'on a au moins une capacité à mesurer objectivement, avec toutes les limites de la mesure d'audience, on peut en parler longtemps, mais il n'empêche qu'on organise autour des médias de masse, on a des comités de parties prenantes avec une évaluation d'ailleurs des prix qui sont fixés, mais qui sont fixés ensemble, alors que là, tout est opaque. Je vous demande de vous rendre compte que ceux qui font les mesures sont les mêmes qui poussent les contenus, sont les mêmes qui mesurent les activités et qui sont intéressés dans cette affaire. Donc c'est très très important de bien comprendre qu'on pourrait aussi créer une obligation de comité, disons, de mesure de tout cela qui ait un statut plus objectif, ce que les chercheurs que je suis seraient effectivement intéressés. Et puis dernier point, on peut aussi taxer la publicité. Parce que ça, c'est une mesure que le prix Nobel d'économie, Acemoglu et Johnson ont soutenu, que l'ancien PDG de Criteo a aussi poussé. On doit pouvoir taxer la publicité pour effectivement dissuader les marques et les plateformes d'utiliser ce modèle économique. Il y aura d'autres façons de se rémunérer, donc on n'a pas trop à s'inquiéter pour elles. Par contre, l'État peut du coup récupérer beaucoup d'argent pour effectivement lui engager des actions de prévention de tout cela et des actions d'alternatives, ce qui sont très importantes. La parole va maintenant être à Madame l'avocate de la défense, qui a une série de questions à vous proposer. Elle aurait souhaité rebondir, mais voilà, je tiens à dire, même si votre propos était passionnant et qu'elle voulait sans doute interagir, par mesure d'équité de temps de parole, on a fait le choix de séparer strictement les deux DD. Pas de problème. Je vais commencer par une question qui peut vous paraître un peu taquine, mais on m'a signalé que vous faisiez des petites vidéos YouTube assez régulières, juste de 2 minutes. Est-ce que vous êtes conscient que ces 2 minutes, c'est le temps de captation, de concentration de l'utilisateur que vous utilisez parfaitement bien, qui permet par ailleurs de nourrir la machine et qui permet par ailleurs de pouvoir fonctionner pour YouTube sur son système de publicité? Est-ce que vous en étiez conscient? Bien entendu, puisque c'est là-dessus que je travaille et qu'en plus c'est dans le cadre d'innovations qui sont liées au MOOC, si vous vous souvenez de l'époque des MOOC et de l'emballement des MOOC en 2015. Et en réalité, j'ai essayé précisément de proposer une alternative, c'est-à-dire de dire oui, nous allons perdre quelque chose en le sachant,
en faisant des vidéos très courtes, parce que de fait, en 2 minutes et demie, mes collègues hurleraient en disant qu'on peut faire un cours en 2 minutes et demie. Non, on accroche l'attention d'une certaine façon, mais en revanche, ce qui est important, c'est que l'application globalement, elle, était conçue pour organiser une activité coopérative qui, dans la longue durée, mettait les acteurs, les étudiants, en position de chercher, d'investiguer dans la longue durée. Donc vous voyez qu'on peut combiner ces choses-là sans jeter l'opprobre à tout prix sur le fait que le format court est une horreur. Il peut avoir ses intérêts, à condition de le relier à un projet pédagogique qui, lui, soit réellement justifié et qui ne soit pas seulement, comme c'était pour les MOOC, la reproduction effectivement du cours magistral que l'on met en ligne, point final. Je vois que vous savez parfaitement justifier vos pratiques qui vous ramènent beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de notoriété, d'où l'intérêt des réseaux sociaux. Vous êtes conscient aussi que la publicité est déjà taxée, notamment en France, à travers ce qu'on appelle la taxe, les taxes numériques. En l'occurrence, ce ne sont pas les placements publicitaires en tant que tels qui sont taxés. Donc, ce sont les plateformes qui en profitent. Pardon ? Ce sont les plateformes qui en profitent. Est-ce que je peux vous poser une petite question ? De quand date votre ouvrage et vos travaux ? Alors, j'en publie à peu près tous les 2 ans. Donc, vous voyez, le dernier date d'il y a 6 mois, il y a 3 mois. Est-ce que vous avez, dans vos travaux, pris en considération la mise en œuvre de la réglementation qui s'appelle l'acte pour la libre circulation de la libre circulation numérique ? Est-ce que vous avez vu les dispositions qui consistent à réguler les algorithmes et qui imposent aux grandes plateformes des obligations de transparence et de justification, justement de ne pas pousser à des contenus qui pourraient s'avérer addictifs. En réalité, je me permets de vous dire, je ne suis pas du tout en désaccord avec votre constat. Je n'arrive pas à comprendre quel est le chemin d'après. Le chemin d'après peut être d'une régulation déjà existante, mise en œuvre en 2024, nous sommes 2026, qui a déjà poursuivi un certain nombre de grandes plateformes, un certain nombre d'acteurs. Donc je voulais juste savoir si dans vos travaux, dans vos propositions, vous aviez intégré le fait que les algorithmes ont déjà commencé à être régulés et très sérieusement. D'ailleurs, j'y reviendrai un peu plus tard, et très sérieusement. Non, il est important de voir que au niveau européen, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Et le problème, c'est qu'ils ne traitent pas réellement les clés du problème en réalité. Donc on a des grandes plateformes, on a un certain nombre de risques généraux, on a une obligation de rendre compte des mesures qui sont prises, donc de due diligence, etc., qui sont en réalité de bonnes intentions. Ça fait 15 ans que les plateformes existent sous ce modèle publicitaire, etc. On voit le niveau de la capacité à se conformer, à améliorer la modération, etc. C'est l'inverse qui s'est passé. Tout a été démoli, et encore plus les 2 dernières années. Donc je pense que le législateur, de ce fait, se retrouve un peu pris au piège de ces bonnes intentions qu'on suppose attribuer parce qu'on ne veut pas freiner l'innovation, parce que c'est le discours dominant, effectivement. Le résultat, c'est qu'en réalité, il y a un laisser-faire complet qui est en train d'ailleurs de se transporter vis-à-vis des firmes d'IA, d'intelligence artificielle, et on est en train de procéder de la même façon, alors qu'il y a de fait une mauvaise définition du problème. La définition du problème, elle porte effectivement sur la nécessité de prendre en compte des plateformes qui sont devenues des médias sociaux, qui ne sont plus des réseaux sociaux. Un réseau social des années 2000, qui effectivement avait une valeur sociale indéniable, eh bien, il avait une zone d'interconnaissance limitée. Il fonctionnait à partir de là. Et c'est cela qu'il faut arriver à retrouver, donc à donner des marges de manœuvre pour les faire exister, y compris sur le plan du modèle économique. Mais de l'autre côté, les autres sont devenus des médias sociaux. Ils sont devenus des médias sociaux, non pas seulement parce que Musk applique désormais une politique éditoriale explicite, comme Zuckerberg et d'autres, mais aussi parce qu'en réalité, leur fonctionnement consiste justement à orienter le public vers des choix particuliers, ce qui sont ceux seulement qui les font réagir. Donc il est très important de les faire revenir dans un régime que la législation européenne ne prend pas du tout en compte. Il existe un cadre qui est la régulation des médias, qui permet réellement de les faire rentrer dans le rang, j'allais dire presque, de la responsabilité éditoriale, de la responsabilité légale vis-à-vis de tous les contenus. Et ça, c'est très important parce que c'est seulement comme ça qu'on les obligera à réellement assumer les conséquences de tout ce qui s'est passé, puisque depuis maintenant, on a des lanceurs d'alerte tous les ans qui sortent des dossiers pour montrer comment ces plateformes ont connu les effets délétères de leurs propres algorithmes, mais ne les ont pas corrigés. Donc on a là réellement un défaut de conception dans la législation elle-même
et un défaut de volonté politique pour la mettre en œuvre. Alors, la prochaine fois, je couperai plus rapidement, mais c'est vrai que Madame a encore quelques questions à vous poser, donc vraiment très concis. Donc je vais aller très vite. Je me permets de m'inscrire en faux, puisque nous avons maintenant des régulations qui commencent à s'appliquer, qu'on a vu des centaines de millions des centaines de millions d'amendes, puisqu'ils risquent 4% de leur chiffre d'affaires mondiaux s'ils ne le respectent pas. Pour les questions de droit à la concurrence, mais pour ce qui est de tout ça, de respect du droit à la concurrence. Ah non, pardon, le DSA, c'est 4% du chiffre d'affaires d'amende si vous ne respectez pas les règles, notamment sur les algorithmes. Et il a été mis en œuvre seulement une fois. C'est moi qui pose les questions, si vous me permettez. Voilà. Merci Madame l'avocate, je crois que je suis assez grand pour faire respecter la politique de cette audience. Et je vais vous demander d'écouter Madame l'avocate qui pose ces questions. Et je voudrais poser une question qui est liée à votre statut de sociologue. Quelle serait, de votre avis de sociologue, quelle serait la réaction de la population, des gens, des jeunes, des moins jeunes, si demain on va leur expliquer, les réseaux sociaux pour y avoir accès, maintenant il faut que vous payiez. On arrête la gratuité, et pour vous exprimer ou pour avoir accès à l'information, maintenant il va falloir payer. Votre avis de sociologue. Je veux que votre avis de sociologue. Bien, il est clair qu'il y a de fait une coalition presque qui a été construite avec les récompenses qui sont fournies à tous les utilisateurs qui font qu'ils auront un effet de sevrage, pour reprendre un terme d'un ouvrage fameux. Et donc le problème, il est précisément de dépasser cette situation-là et de leur montrer qu'il y a d'une part des alternatives, d'autre part de faire des choses progressivement avec une riposte graduée, j'allais dire, qui font qu'on commence à apprendre petit à petit à se déshabituer, à se désintoxiquer de cette dépendance-là. Je suis très conscient de l'impossibilité et de la perversité même, j'allais dire, de certaines plateformes qui seraient capables de mobiliser le public. Vous savez, à une époque, c'était considéré comme noble quand Énergie faisait descendre les jeunes dans la rue. Eh bien là, ils seraient capables de faire la même chose. Mais le problème, c'est que maintenant, on voit bien quand même plus nettement que ces plateformes-là n'ont plus du tout l'intérêt du débat public, du divertissement et des réseaux de l'activité sociale en point de mire. Ils ont effectivement des objectifs qui sont désormais clairement affichés, soit politiques, clairement, mais avant tout économiques. Donc vous vous présentez comme le père de l'ensemble de la population parce que vous considérez que les comportements de la population qui sont vos enfants ne correspondent pas et qu'il faut faire une désintoxication collective. Je serais curieuse de voir comment ça peut aboutir. Est-ce votre dernière remarque ? Eh bien, je crois qu'on va s'en arrêter là. Je vais vous remercier toutes les deux d'avoir tenu ce temps et puis remercier le professeur Bullier pour ces éclairages de l'audience. Je vais donc maintenant appeler à la barre Madame Léa Chouet. Madame, merci de votre présence ici. Je vous demande donc de monter à la barre. Et je vais également vous demander de récupérer un micro et de décliner votre identité civile, les raisons qui vous ont amené à être, selon vous, convoqué devant ce tribunal des générations futures, de nous indiquer votre âge, et ensuite je vous inviterai à prêter serment. Bonjour. Du coup, je m'appelle Léa Caton, j'ai 32 ans. Je suis ici parce que je suis influenceuse, parce que j'ai aussi travaillé en sociologie du travail sur comment les femmes rendent visible le travail invisible sur les plateformes et aussi sur le mythe méritocratique associé au travail de l'influence. Merci pour cet éclairage. Je vais donc vous demander de jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures et uniquement des générations futures. Je vais vous demander de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Ceci étant fait, je vais laisser la parole à Madame la procureure pour un temps de 7 minutes. Merci, Monsieur le Président. Léa, bonjour. La procureure que je suis n'en est pas moins une femme qui passe beaucoup de temps à scroller sur les réseaux et donc je connais votre compte et j'apprécie vos contenus. Je vous sais sociologue et donc je vois que ça imprègne profondément ce que vous dites et je ne doute pas que vous avez une communauté en effet qui vous suit et qui apprend beaucoup de choses. J'ai une question plutôt à poser à l'influenceuse que vous êtes. À partir du moment où vous avez décidé d'investir les réseaux sociaux, de les utiliser à bon escient visiblement, pouvez-vous nous dire si vous avez ressenti une pression, soit diffuse, soit plus nette,
liées à des logiques de visibilité, d'algorithmes, de format. Est-ce que finalement ces plateformes vous ont laissé complètement libre du contenu que vous produisiez, ou est-ce qu'il a fallu vous contraindre? Merci. Alors, il faut savoir que j'ai commencé les réseaux sociaux il y a 12 ans, donc c'était au tout début. Donc j'ai assisté au changement des plateformes. À l'époque, on produisait sans être rémunéré et sans pression. C'était vraiment, on faisait des vidéos dans notre chambre et on était associés aux youtubeuses beauté en tant que femme. Donc oui, aujourd'hui, il y a une vraie pression des algorithmes sur la publication. Les choses ont énormément évolué. On est poussé à produire toujours plus, à trouver toujours plus de stratégies pour avoir de l'audience. Et en tant que vulgarisatrice scientifique, je suis d'autant plus à devoir réfléchir à des stratégies marketing pour réussir à mettre en avant du travail un peu plus scientifique. Donc oui, je subis énormément de pression des plateformes et c'est un travail qui est sans fin en fait. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours, à laquelle on pense tout le temps. Et c'est aussi un travail largement méprisé. Merci. Je voudrais vous interroger ensuite sur l'un des aspects qui me saute le plus aux yeux dans ce monde des réseaux sociaux et des plateformes. C'est le traitement distinct qui est réservé aux femmes. Puisque on le sait, qu'il s'agisse de sexisme débridé, de violence permanente à l'égard de la moindre personnalité publique qui a le malheur d'être une femme, et les influenceuses vivent cela aussi. On sait quelle est la part du contenu pornographique en ligne, on sait quelle est la part du revenge porn que j'évoquais tout à l'heure. On a vu une intelligence artificielle Grok dénuder les jeunes adolescentes parce que c'est rigolo. Donc moi, je voudrais avoir votre témoignage sur ce que c'est d'être une femme aujourd'hui quand on est influenceuse. Alors j'ai un parcours assez particulier puisque j'ai commencé il y a 12 ans en parlant de sujets intimes. Il faut savoir qu'avant les algorithmes, il y avait des personnes sur des forums qui reprenaient les têtes des influenceuses et qui nous dénudaient déjà. Donc il y avait des forums entiers assez explicites. On subit beaucoup plus de pression sur notre physique, sur nos façons de parler, sur nos façons de nous mouvoir en fait dans l'espace. Donc oui, on subit plus de harcèlement en fait quand on est une femme sur les réseaux sociaux. Ce sera tout pour l'accusation. Parole est à la défense. Oui, merci beaucoup et merci pour vos réponses. J'ai une première question qui n'était pas forcément prévue. Est-ce que vous vivez dans le monde, est-ce que vous avez des activités professionnelles, sociales dans le monde en ligne, hors ligne en fait, dans le monde réel? Oui. Alors du coup, ne considérez-vous pas que tout ce que vous décrivez en ligne n'est pas exactement la même chose que ce que nous subissons tous les jours dans nos salles de réunion, dans nos relations avec nos clients, dans nos relations avec nos collaborateurs, nos patrons ou les gens avec qui ou en marchant dans la rue? Alors si, c'est quelque chose... je pense pas que les réseaux sociaux soient... je pense que les réseaux sociaux sont plutôt symptômes de problématiques sociales déjà présentes. On vit la même chose à l'université, on vit la même chose un peu partout. La différence, c'est que sur les réseaux, c'est décuplé. Mais oui, ça serait mentir de dire qu'on ne vit pas déjà ça au quotidien en tant que femme, en fait. Alors, je vais vous poser une question qui n'en est pas vraiment une parce que j'ai la réponse, qui est: est-ce que finalement, quand c'est en ligne, c'est pas plus facilement repérable, enlevable et poursuivable, pour autant qu'on ait une justice qui soit capable de poursuivre? Non, malheureusement, vraiment, j'aimerais bien l'inverse. J'aimerais répondre oui. Par exemple, moi, j'ai pris beaucoup de vagues de cyberharcèlement au cours de ma longue carrière sur les réseaux sociaux. Souvent, les plateformes vont plus défendre les utilisateurs que les créateurs et les influenceurs. On va pouvoir recevoir beaucoup de menaces, même des messages à caractère sexiste. Alors, ma question n'est pas celle-là. Est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce que votre plainte a été reçue? Et est-ce que le procureur a poursuivi? Alors moi, j'ai pas porté plainte parce que je sais très bien que ça sert à rien. Vous ne portez même pas plainte parce que vous ne sert à rien, Madame la procureure. Je pense que vous avez du travail dans l'avenir. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Puisque j'ai un peu de temps libre, je vais me permettre de vous poser quelques questions.
Donc, je vous remercie déjà d'être là. Vous avez vous-même analysé un peu le fonctionnement des réseaux sociaux. Si vous deviez... est-ce que vous avez déjà reçu des rémunérations de la part des réseaux sociaux? Alors oui, je travaille depuis... Enfin, moi, je travaille... C'est mon travail à plein temps, donc c'est ça qui fait que je gagne ma vie. Je fais partie des privilégiés qui vivent complètement des réseaux sociaux. Et est-ce que vous pourriez vivre sans publicité sur les réseaux sociaux? Oui, parce que je vis majoritairement du don. Personnellement, j'ai une plateforme qui permet aux gens les plus dotés en argent de me rémunérer. Et est-ce que vous pensez qu'au-delà du fait que ça finance votre propre activité, le modèle économique des plateformes de réseaux sociaux pourrait lui aussi être financé par du don et non de la publicité? Puisque entretenir des serveurs pour stocker vos vidéos, entretenir des modérateurs pour modérer les vidéos ou des informaticiens pour produire les algorithmes, ça coûte énormément d'argent. Est-ce que vous pensez que les utilisateurs seraient prêts à payer des centaines d'euros pour avoir, au-delà de vos propres contenus, la plateforme, l'infrastructure? C'est une question complexe à laquelle je vais essayer de répondre. Je pense que déjà, le travail en ligne, enfin tout ce qui est Internet, c'est géré par majoritairement du travail gratuit de la part des utilisateurs. Donc, dans un monde utopique, ça serait bien de pouvoir le faire. En réalité, et même tout à l'heure, il y a eu la question qui a été posée, qui ça pénaliserait si les plateformes devenaient payantes? Je pense que ça pénaliserait en premier les personnes de classe populaire. Moi, je sais que j'ai vraiment à cœur de rendre accessible l'information et à vulgariser au maximum les sciences sociales pour donner des clés d'accès. Donc, ouais, ça serait bien. Mais est-ce que ça serait viable? Je ne sais pas. Donc, si j'écoute ce que vous dites, finalement, vous dites que c'est éventuellement envisageable de se priver de la publicité, mais que ça pourrait avoir des effets de renforcement des inégalités? Je pense que la publicité fait partie aujourd'hui inhérente des plateformes. Après, il y a publicité et publicité. Il y a plusieurs façons de se rémunérer. Il y a celles qui sont déjà sur YouTube et qui sont imposées. Il y a celles que les influenceuses et influenceurs choisissent. C'est déjà pas les mêmes tarifs. Et déjà, en fait, sur les placements de produits, les personnes vont être payées en fonction de leur genre, de leur classe ou même de leur couleur de peau. Donc, il y a des inégalités même dans les placements de produits. Les femmes noires sont moins rémunérées que les femmes blanches. Les femmes sont moins rémunérées que les hommes. Et en fait, les inégalités restent omniprésentes. Et je pense que oui, les réseaux sociaux, enfin, les médias numériques participent du coup à juste mettre à grande échelle les inégalités qu'on subit déjà au quotidien, quoi. Donc en fait, le numérique, c'est comme le monde pas numérique. Ouais, moi je suis plutôt... Les femmes, les personnes de couleur ne sont pas traitées comme l'homme blanc de 50 ans, on est d'accord? Et s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, vous ne serez pas là devant nous. Et le modèle de don n'est pas forcément extensible à l'ensemble des acteurs qui voudraient s'exprimer. On est d'accord aussi? Oui. Merci beaucoup. Merci, Madame Léa Chouet. Je vous invite à vous abonner à son compte, évidemment. Voilà, vous pouvez rappeler vos coordonnées pour les réseaux. Léa Chou, avec 2 E, ou Et si c'était faux sur YouTube. Et je fais de la vulgarisation à travers le divertissement, puisqu'on est obligé de faire ça. Voilà. Merci pour votre participation à ce procès. La parole est donc à notre troisième et ultime témoin, Monsieur Laurent Benzoni. Je vous invite à la barre. Je vais vous demander de décliner votre identité, votre âge, les raisons de votre présence à cette barre. Bien, je suis professeur agrégé de l'enseignement supérieur des facultés de droit et de sciences économiques, actuellement professeur émérite à l'université Panthéon-Assas. J'aimerais souligner que j'ai commencé ma carrière de professeur, non pas à l'université, mais à l'École nationale supérieure des télécommunications, qui s'appelle maintenant Télécom ParisTech, où j'ai créé le département d'économie et de sciences sociales. À l'époque où on était en 1985, ça ne me rajeunit pas, mon collègue Alain Bonnet venait de publier un ouvrage, toujours disponible sur Amazon, qui s'appelait « L'intelligence artificielle, promesse et réalité ».
Mon adjoint au département s'appelait Ludovic Lebar, directeur de recherche CNRS. C'est l'un des fondateurs de l'analyse statistique de données textuelles, celle qui est au cœur des agents intelligents qui aujourd'hui sont utilisés un peu partout. Je suis donc tombé dans le chaudron numérique tout petit, et c'est sans doute pour cette raison que je suis ici devant vous. Vous n'avez pas décliné votre âge? Ah bah je sais pas, moi je demande la date de naissance, quoi. Enfin, c'est comme un procès. Je vais appeler la CNIL. Bah attends, dans un procès, c'est comme ça. Hein. On donne son état civil. Hein. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. On m'a dit c'est comme un procès. Donc j'ai bon, je vais quand même vous demander de prêter serment. Ça, c'est obligatoire. Alors, je vais vous demander de jurer, de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures et uniquement des intérêts des générations futures en levant la main droite et en disant je le jure. Pardon, je sais pas bien. Ah, il faut lever la main droite et dire je le jure parce que vous exprimez dans l'intérêt des générations futures. Ceci étant fait, et vous avez remarqué qu'il ne s'est pas trompé de main, donc je vais désormais, parce que moi j'ai déjà eu ça sur une commission d'enquête, mais on avait fait comme si on n'avait pas vu. Bon, Madame la procureure, vous avez la parole. Monsieur Benzoni, bonjour. Vous êtes donc économiste, spécialiste des questions de concurrence, de régulation, de stratégie. J'ai une question à vous poser. Comme vous l'avez entendu, Madame l'avocate de la défense s'est délectée de longues minutes à agiter la perspective sombre que l'on puisse passer d'un modèle gratuit à un modèle payant et à imaginer des tonnes de manifestants dans les rues. Je voudrais qu'on revienne un instant sur cette idée d'un modèle actuellement gratuit. En votre qualité d'économiste, peut-on vraiment parler de gratuité? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne un marché biface, en l'occurrence, et en quoi les utilisateurs que nous sommes, eh bien, finalement, sont vendus aux annonceurs, donc qu'il n'y a rien de gratuit en la matière. Merci. Le modèle économique des plateformes est effectivement de se financer par la publicité. Alors pourquoi elles se financent par la publicité? La réponse est économiquement cruellement simple. Parce qu'elles offrent un service de très grande qualité, ou du moins perçu comme tel par les consommateurs, et que ce service excellent, eh bien, il est fourni à un prix nul. Donc, on oublie à ce moment-là le fait qu'un consommateur, face à un service gratuit de bonne qualité, va choisir un service payant. Alors, bien évidemment, comme le service est coûteux, et que rien n'est gratuit en économie, il faut à un moment le financer. Et le financer comment? Eh bien, par la publicité. Et donc, elle se finance par les recettes publicitaires. Et si elle souhaite faire payer, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et il y a eu des tas de modèles qui se sont lancés comme payants dans tous les domaines, moteurs de recherche, réseaux sociaux. Ça ne fonctionne pas. On a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui est très intéressante, puisqu'elle a contraint Meta à fournir un service payant pour Facebook et Instagram, moyennant le fait que les utilisateurs de ce service payant ne sont plus du tout soumis à un quelconque traçage, à une quelconque offre publicitaire. Donc Meta, contraint par la justice européenne, s'est bien évidemment plié à cet exercice et a offert l'abonnement à 5 € par mois. Au bout de 3 ans, le résultat est simple. 0,003% des utilisateurs ont recouru à ce service. Alors, des associations ont porté plainte à la Commission européenne en disant « mais c'est parce que c'est trop cher ». La réponse de Meta a été « non, c'est pas trop cher, c'est le prix, c'est 5 €, c'est le prix équivalent de ce que me rapporte un utilisateur Facebook ou Instagram en publicité. Donc si je le perds en publicité, il faut que, pour que mon modèle économique fonctionne, je le récupère en abonnement. » Et l'instruction s'est arrêtée là. Donc je note au passage que vous ne voyez pas de difficulté, vous, à ce que les données des utilisateurs soient collectées, utilisées, parfois contre eux,
et puissent, encore une fois, orienter leur comportement de consommateur ou de citoyen. Bon, je poursuis. Est-ce que vous qui êtes attaché à une concurrence libre, oui, est-ce que vous estimez que le système actuel dans lequel nous avons de grands monopoles à travers ces 5 GAFAM est un système honnête, pertinent, qui sert l'intérêt des consommateurs, ou est-ce que vous comprenez que le régulateur doit intervenir pour briser les monopoles et pour créer une concurrence plus éthique? La question de l'honnêteté relève de l'éthique et de la morale, et pas nécessairement du business. Le business, lui, doit respecter les lois, c'est tout. Et donc, s'il respecte les lois, il appartient, si les avantages du système sont évidents, mais s'il génère aussi des inconvénients, et si ces inconvénients portent finalement atteinte à l'ordre public, c'est à la loi de le contrôler, de le réguler, de le réprimer, si nécessaire, sauf à ne pas faire confiance à l'état de droit. Moi, je fais encore confiance à l'état de droit. Donc, vous êtes favorable à une régulation par la loi? Si c'est nécessaire et que c'est justifié, on peut toujours estimer qu'une régulation est nécessaire. Et d'ailleurs, on observe que, par exemple, le gouvernement vient de prendre récemment des dispositions pour interdire les smartphones dans les écoles, parce qu'on a estimé que les inconvénients étaient largement supérieurs aux avantages que pouvaient en retirer les élèves. Et donc, dans cette circonstance... Ça sera tout, Madame la procureure, pour vous. La parole est à l'avocate de la défense. Alors, je remercie Madame la procureure pour ces questions qui auraient été les miennes et y avoir répondu. Du coup, je vais utiliser mon temps pour aller juste un petit peu plus loin. Est-ce que, professeur Benzoni, vous pouvez nous dire comment fonctionne l'économie de la donnée? Et d'après vous, a-t-elle des vertus que, quelle que soit la régulation, il faudrait conserver? Qu'est-ce qu'elle a changé dans notre monde? Alors, l'économie de la donnée, il faut 4 types d'acteurs. Le producteur de la donnée, le consommateur de la donnée, il faut aussi les acheteurs de données, parce qu'il faut faire rentrer de l'argent dans le système, et il faut des intermédiaires pour mettre en relation les 3 premiers. Et donc, c'est là-dessus que se fonde l'économie de la donnée. Alors, qui sont les fournisseurs et les consommateurs de données? Dans les réseaux sociaux, puisqu'on parle de ça, c'est principalement des milliards de personnes. Des milliards de personnes sont à la fois fournisseurs et consommateurs. Si on parle d'addiction, ils sont fournisseurs et consommateurs de leur drogue. C'est assez intéressant. Les intermédiaires, donc, sont les plateformes. Et, par exemple, tous les 2 témoins sont, ça a été dit, actifs en tant que fournisseurs de données. Vous-même, Madame la procureure, vous êtes active, vous êtes présente sur les réseaux sociaux activement et vous publiez sur ces réseaux sociaux en espérant obtenir de ces publications une notoriété, une réputation. Et donc, c'est là-dessus que fonctionne consommation et production. Ensuite, viennent bien évidemment les plateformes qui mettent en relation consommateurs et producteurs, puisque ce sont les deux, et il faut qu'elles se financent, et on vient de dire que le modèle payant ne fonctionne pas. Donc il faut trouver les acheteurs. Et les acheteurs, ce sont toutes les personnes qui sont prêtes à entrer en contact sur la base des données qui ont été collectées sur les producteurs et les consommateurs. Et ces acheteurs, eh bien, ils sont nombreux. Alors bien évidemment, ce sont les gens qui produisent des produits et des services, et qui, à ce moment-là, les promeuvent via les réseaux sociaux, l'Internet. Mais n'oublions pas que ce sont aussi les organisations non gouvernementales, les administrations publiques, les partis politiques qui utilisent les plateformes pour pouvoir effectivement diffuser leurs messages, produire de la notoriété, se faire connaître et obtenir une réputation. Donc voilà un peu comment fonctionne, sur le fond l'économie de la donnée. Merci beaucoup. Merci. Alors, puisqu'il me reste 2 minutes avant de vous libérer, je vais vous poser une question qui plaira à l'autre président de cette salle, le président Vallot. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espace pour un
un univers des réseaux sociaux démarchandisé. Un univers. Un univers démarchandisé des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un espace pour ça? Bien entendu, oui, pardonnez. Alors, je vais te dire ça. Est-ce qu'il y a un espace pour un univers démarchandisé des réseaux sociaux? C'est-à-dire hors du marché. Les expériences existent. C'est-à-dire que les expériences existent. L'univers dématérialisé en open source, etc. Elles existent. Elles ne fonctionnent pas. Est-ce que vous pourriez être plus descriptif? Pourquoi elles ne fonctionnent pas? Tout simplement parce que la qualité du service est insuffisante. Sans parler des réseaux sociaux, l'administration française est équipée de matériel informatique américain, alors qu'il existe des open source européens. Pourquoi? Parce que ça fonctionne mal. Et donc la qualité des services fournis par les réseaux sociaux est telle que quand il y a un réseau social qui apparaît, sa qualité n'est pas bonne et elle ne fonctionne pas. Si la qualité est bonne, il émerge. TikTok. Merci. Je suis désolé, Président, je ne voulais pas... Mais bon. Alors, merci, professeur. Merci d'avoir été là. Je vais désormais donner la parole à Madame la procureure pour ses réquisitions. C'est le temps que vous attendiez tous. Madame la procureure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les jurés, le modèle que nous venons d'essayer de décortiquer en 1 heure de temps n'a rien d'une fatalité. Il résulte de choix extrêmement concrets, choix de contenu, choix d'algorithmes, choix économiques. C'est donc par d'autres choix, politiques, juridiques, que nous pouvons reprendre la main. Reprendre la main, pourquoi exactement? Pour mieux réguler les grandes plateformes numériques, c'est-à-dire agir à la fois sur les contenus, sur les algorithmes et sur le pouvoir économique de ces acteurs dominants. Je requiers, en premier lieu, la remise en cause du modèle publicitaire comme moteur central de ces plateformes. Car un système financé par le temps passé ne peut qu'organiser l'addiction et pousser à l'extrême la captation de notre attention. Ce modèle publicitaire, il ne s'agit pas d'y mettre fin du jour au lendemain, mais il s'agit de l'encadrer par des règles claires, limitation du ciblage comportemental, restriction de l'exploitation des données personnelles, consentement véritablement libre, collecte limitée au strict nécessaire. Il faut cesser de faire de chaque seconde de notre vie mentale une matière première publicitaire. Et oui, la création d'une régie publicitaire indépendante sera d'un très bon appui, très précieuse, pour faire des annonceurs les alliés de la démarche que nous initions. Car c'est leur intérêt aussi de savoir où ils postent leur publicité, combien de personnes ça touche vraiment et pas de trolls, etc. En second lieu, j'exige l'obligation de transparence et de reddition des comptes des algorithmes afin de passer de ce que je décrivais tout à l'heure comme une algocratie opaque à une véritable algodémocratie. Concrètement, ça impose aux plateformes de dévoiler les objectifs de leur système de recommandation, les logiques qui président au classement de leur contenu, de permettre à nos chercheurs indépendants, à nos autorités publiques, aux citoyens de comprendre et, le cas échéant, de contester les mécanismes qui sont à l'œuvre, avant de déployer à grande échelle un nouvel outil algorithmique, comme cela a été fait au fond il y a 8-9 ans de cela avec le nouvel algorithme de Facebook. Désormais, il faudrait qu'il y ait une évaluation d'impact social, psychologique, démocratique, pour dire clairement qu'on ne joue pas impunément avec l'architecture du débat public. Je requiers en troisième lieu la reconnaissance d'une responsabilité pleine et entière des plateformes quant au contenu qu'elles propulsent, en particulier en matière de pédocriminalité, de discours de haine, de désinformation, de cyberharcèlement.
Cette reconnaissance pleine et entière qui passe par un changement de leur statut juridique, non, ce ne sont plus, comme le prétend la fiction juridique, des hébergeurs de contenu, mais bien des éditeurs, au même titre que les médias classiques. Ce changement de statut juridique, eh bien, aura comme corollaire un régime de sanctions extrêmement dissuasives, car il n'est plus possible de laisser passer des contenus qui ont pour conséquence des jeunes filles qui se suicident. Il n'est plus possible de non seulement les laisser passer, ces contenus de cyberharcèlement ou autres, mais au contraire même de créer une boucle addictive de contenus toujours plus sombres qui viennent alimenter les idées dépressives. Oui, les plateformes doivent être considérées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des éditeurs. La modération doit se faire en amont, elle doit se faire avec des humains respectés et pas traités, comme je le disais tout à l'heure, et pas payés au lance-pierre dans un lointain pays du Sud. Et surtout, les utilisateurs doivent avoir des voies de recours accessibles pour pouvoir faire retirer des contenus manifestement illicites. Les autorités de supervision doivent être dotées de moyens, d'expertise, d'un pouvoir de sanction à la hauteur des enjeux. Mesdames et messieurs les jurés, ce procès, c'était celui des réseaux sociaux. En réalité, on pourrait aussi le compléter d'un procès à l'égard de nos pouvoirs publics. Car nos pouvoirs publics ont failli ces dernières années. Alors à eux, pour poursuivre, au-delà de leur demander de se mobiliser enfin pour adopter les régulations qui nous manquent, je leur demanderai aussi de faire l'effort de sanctuariser des temps et des lieux sans écran. On a parlé des établissements scolaires tout à l'heure et des téléphones qu'on laisse à l'entrée des établissements. Oui, nos enfants doivent retrouver les cours de récréation ou les interclasses sans être immédiatement happés par un scrolling à l'infini. Évidemment. Mais dans les restaurants, dans d'autres lieux, quel bien fou cela ferait à ceux d'entre nous qui les fréquentent que de pouvoir entrer dans des endroits, en effet, de sobriété numérique. Les pouvoirs publics, pour cela, doivent développer les alternatives attractives à l'écran. Pourquoi ne voit-on plus les enfants dans nos rues jouer? Peut-être parce qu'il n'y a plus d'espace de jeu. Pourquoi nos personnes âgées de 70, 75 ans, surtout lorsqu'elles vivent isolées, se retrouvent-elles si nombreuses à être elles-mêmes victimes du scrolling à l'infini qui les enferme dans des boucles de théories du complot, de fake news? On y pense à cela. Où sont les alternatives attractives pour que ces personnes soient sorties de l'isolement et de cette addiction-là aussi? À nos pouvoirs publics, enfin, je demande, on en a peu parlé ce soir, mais d'évidence, c'est présent à tous nos esprits, le renforcement massif de l'éducation au numérique. Attention à ne pas confondre les deux. Certains pensent que c'est la même chose d'avoir une éducation numérique au collège ou au lycée et de passer son temps à scroller sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. On peut tout à la fois demander aux élèves de laisser leur téléphone portable à l'entrée dans des casiers sécurisés et néanmoins en classe d'avoir cette éducation au numérique. Ils en ont besoin, ou d'autres qu'à l'école. Pourrait-on leur transmettre cette vigilance permanente qui doit être désormais la nôtre dans ce monde? Vigilance à la désinformation, vigilance à la manipulation de nos cerveaux, vigilance à la façon dont nos biais fonctionnent et sont utilisés par tant d'acteurs qui cherchent à nous vendre toujours plus ou à orienter toujours plus nos comportements. Au pouvoir public, en conclusion, je demande, à travers l'école, mais aussi la formation continue, les campagnes publiques, de nous aider à apprendre à utiliser le numérique, mais aussi à nous en passer. Je vous remercie. Merci Madame la procureure pour avoir tenu 7 minutes 30. Et la parole est donc à l'avocate de la défense pour sa plaidoirie. Alors, je pense que Madame la procureure devrait changer de métier et faire de la politique, en fait. Parce que ces réquisitions sont savoureux d'un point de vue politique, avec ce qu'il faut comme émotion, parler aux gens, exprimer la problématique de la vie en société. Elle a juste une petite carence. Elle ne prend pas en considération la réalité, ni juridique, ni économique, ni même sociologique, que nous avons aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Laissez-moi commencer à nouveau par une anecdote. Est-ce que vous avez lu les présentations et les explications
de Sam Sauvage, qui vient d'être récompensé aux Victoires de la musique, sur comment il a créé, comment il a eu sa vocation. Il avait 12, 13, 14 ans, il a regardé une vidéo YouTube, il a vu Bob Dylan et il a décidé qu'il voulait faire ça. Et vous savez ce qu'il a fait après? Il est allé chercher des tutoriels sur le net pour apprendre la musique parce qu'il n'avait pas les moyens d'apprendre la musique. Oui, moi aussi je peux faire dans l'émotion. Et c'est ça qui lui a permis aujourd'hui de devenir un artiste reconnu. Les réseaux numériques, le numérique en général, c'est la possibilité pour des gens qui ne sont pas bien nés, pour des gens qui ne sont pas nés avec des réseaux, pour des gens qui n'ont pas des amis bien placés, des comptes en banque bien garnis, d'arriver à émerger en faisant, oui, des compromis sur un système qui est financé par autre chose, par ouah, quelle horreur, la publicité. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème? Est-ce que ça veut dire qu'on doit continuer à avoir des plateformes qui prennent de plus en plus de pouvoir et qui organisent leur système autour d'algorithmes addictifs? Eh bien, évidemment, non. Et évidemment qu'il faut réguler, à condition de réguler intelligemment et à condition de savoir déjà ce qu'on a en magasin et ce qu'on peut utiliser. Donc moi, je suis d'accord avec Madame la procureure. Nous avons un problème de pouvoir public. Nous avons un problème de pouvoir public. Le harcèlement, la publicité mensongère, les complots, ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable hors ligne. Ça n'est pas acceptable en ligne, dans la limite de quelque chose qui est particulièrement important. La liberté d'expression. Parce que et d'initiative. Et je me permets, je sais que c'est peut-être un gros mot pour certains d'entre vous, mais l'initiative et l'entrepreneuriat, c'est pas un gros mot, c'est ce qui nous permet de manger, c'est ce qui nous permettra de payer nos retraites demain d'ailleurs. Hein. Donc, c'est ça qui a permis de faire émerger une nouvelle génération. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire. Ça veut simplement dire qu'il faut savoir identifier comment et où ça fonctionne. Est-ce qu'on va supprimer les réseaux sociaux ou est-ce qu'on va interdire la publicité ou est-ce qu'on va faire en sorte que ça ne soit plus financé? Est-ce qu'on va faire des plateformes, des éditeurs? Oh là, je sais que c'est le mot à la mode. Tout le monde adore ça. On a trouvé une solution vachement bien. On va rendre les plateformes responsables. Elles vont être des éditeurs. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, vous, Boris Vallaud, dans ses campagnes politiques, ou le député de Laporte, ou la femme politique Najat Vallaud-Belkacem. Un peu de respect, s'il vous plaît, c'est le président ici. Mais je ne visais personne, je parlais de personnalités connues pour être députée et femmes politiques, vont être affrontées à des plateformes qui auront le choix de ce qu'ils veulent passer et ce qu'ils ne veulent pas passer. Vous ne pourrez plus créer votre compte, vous ne pourrez plus communiquer, puisqu'ils décideront quel contenu ils auront le droit de faire passer. Et vous serez en train de négocier avec les Martin Bouygues, Vincent Bolloré, Daniel Kretinsky ou le gouvernement de 2027, soit parce qu'ils ont financé les réseaux, soit parce qu'ils ont financé les médias, soit parce que vous n'aurez pas d'autre choix que de leur demander la permission de vouloir vous exprimer. Parce que la publicité, ça n'est pas possible. Donc faisons très attention quand on cherche de nouveaux modèles à ne pas avoir une maladie qui risque d'être plus mauvaise que le mal. On ne veut pas revenir au temps béni de l'ERTF. On ne veut pas non plus limiter une liberté d'expression qu'on a su conquérir avec parfois du sang. Et il serait quand même incroyable que les héritiers de Mitterrand s'amusent à vouloir, les héritiers de Mitterrand qui a libéralisé les radios, qui a libéralisé les médias audiovisuels, qui a permis de ne pas donner le pouvoir simplement à l'État centralisateur, que ces mêmes héritiers s'amusent à limiter de manière drastique et sans réfléchir au modèle économique qu'il y a derrière, au modèle social, au modèle politique que l'on met en place. Attention aux fausses bonnes idées. Je vous rappelle que nous sommes quand même le pays du plan calcul et de bulles ou des clodes souverains qui ont cramé des millions
d'argent du contribuable pour quasiment zéro. Donc attention attention à ce qu'on souhaite. Et d'ailleurs, si Madame la procureure décide de changer de métier et de faire de la politique, je suis prête à travailler sur des solutions que nous pourrions voir ensemble. Et déjà, peut-être que sur la question des algorithmes qui posent problème, on pourrait regarder ce que nous avons en magasin. Est-ce que vous avez entendu parler de la réglementation générale sur les données personnelles? Interdiction des données automatisées, les décisions ne s'imposent pas. Le DSA, on en a parlé. Le contrôle des algorithmes et la responsabilité des plateformes. L'IA Act, qui va un stade plus loin sur ce qu'on peut faire avec les algorithmes. Est-ce que ça fonctionne? Ça commence à fonctionner. C'est pas parfait. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans un cadre d'être humain, une société humaine. Donc, le zéro dérapage, le zéro problème, ça n'existe pas. Mais vous remarquerez que ça n'existe pas non plus hors ligne. Hein. Donc, on commence à avoir des outils qu'il faudrait d'abord commencer à savoir bien utiliser avant de vouloir en inventer d'autres pour voir comment ça fonctionne. Le modèle économique, professeur Benzoni, je vous invite à venir aider, si Madame la procureure veut faire de la politique, pour essayer de réfléchir à des modèles qui permettraient de combiner une publicité régulée, qui est d'ailleurs déjà régulée, hein, je vous rappelle, hein, les contenus, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Je ne sais pas d'ailleurs combien d'entre vous savent qu'il n'y a pas de liberté d'expression pour les robots, hein, ni les chatbots. Hein. C'est déjà interdit. Par contre, personne ne s'intéresse à s'organiser pour faire respecter la loi. Donc on pourrait déjà commencer par là. Laissez-moi vous donner un autre exemple qui m'a particulièrement choquée. Dans la minute qu'il vous reste. Dans l'affaire Kik, les pouvoirs publics n'ont fait de la personne qui se faisait massacrer en ligne depuis des mois et des mois, sans que personne n'ait rien fait, et avec des déclarations d'incompétence et d'impuissance des pouvoirs publics. Une catastrophe. Alors on s'est amusé à lister toutes les bases juridiques et technologiques qui auraient permis, 6 mois avant, d'arrêter ça, du code civil, du code pénal, ou de notre magnifique instrument qui est de l'atteinte à l'ordre public. Donc avant d'inventer, d'interdire, de limiter la liberté d'expression, regardons déjà le cadre régulateur qui existe et essayons de le faire fonctionner. Ne jetons pas le bébé de la liberté d'expression, de la démocratisation des outils de visibilité, de notoriété avec l'eau sale de la jungle informationnelle et des dieux marketing et de la vente. La liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité de choisir celle qui nous libère, disait Camus. Je rajouterais, donnons-nous les moyens de ce choix, travaillons à la mise en œuvre des règles et des outils permettant à chacun de s'exprimer dans les limites des droits fondamentaux de notre République. Et contrairement à Paul Lafarge, je ne pense pas qu'en ce domaine, nous ayons le droit à la paresse. Monsieur le Président, Madame la Procureure Générale, Madame et Messieurs les jurés, je ne suis pas sûre que vous ne condignez pas mes clients parce que ça vous permettra de faire une super punchline sur tous vos réseaux sociaux. Mais à nouveau, tout ce qui est excessif étant insignifiant, je vous fais confiance. Merci beaucoup. Merci, Madame l'avocate de la défense. Mesdames et messieurs, vous avez entendu ce soir 2 visions du futur. L'une appelle à une forme de rupture avec l'ordre établi, ça va de soi. L'autre appelle à une transformation graduelle, encadrée, qui ménage le système des réseaux sociaux tel qu'il a été construit. La décision que vous avez à prendre ce soir est grave. Je ne vous demande pas de faire le choix qui vous met le plus à l'aise. Je vous demande de réfléchir et de décider au nom des générations futures. Il y en a dans la salle. La question vous est posée. À vous de trancher, c'est un vote à main levée. Je rappelle les 3 questions. La première, la régulation et les outils actuels sont-ils suffisants? La seconde,
faut-il transformer radicalement le modèle publicitaire actuel des réseaux sociaux, quitte à mettre à mal la rentabilité de ces entreprises et leur pérennité? Acceptons-nous de conserver un modèle de monétisation par la publicité avec des garde-fous renforcés? Réponse moins simple à la fin qu'au début, peut-être. Alors, c'est un vote à main levée. Il y a des compteurs dans la salle, des compteurs de bonne aventure. Alors, je vais vous demander de répondre à la première question. Les régulations et les outils actuels sont-ils suffisants? En votre âme et conscience, qui dit oui? J'ai quelques... 1, 2, 3, 4... Deuxième question. Enfin, qui dit non? Vous avez le droit de vous abstenir. Qui s'abstient? J'ai quelques abstentions. Faut-il transformer radicalement le modèle publicitaire? Alors la radicalité, c'est toujours un terme un peu compliqué. Faut-il transformer radicalement le modèle publicitaire, quitte à mettre à mal la rentabilité actuelle de ces entreprises? Qui répond oui? Qui répond non? 4, 8, 7, 10. Très bien. Troisième question. Ah oui, qui s'abstient, pardon. Qui s'abstient? J'ai quelques abstentions quand même. C'est les socialistes, ça. Alors, acceptons-nous de conserver le modèle de monétisation par la publicité avec des garde-fous renforcés? Qui accepte de conserver le modèle de monétisation par la publicité avec des garde-fous renforcés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oula, plus compliqué à compter. On va faire par assis debout, s'il vous plaît. Alors, debout pour ceux qui veulent conserver le modèle de monétisation par la publicité avec des garde-fous renforcés. C'est une mesure discriminante pour ceux qui peuvent se lever. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 35. OK. À la deuxième, donc, ça, c'est ceux qui veulent conserver le modèle de monétisation par la publicité avec des garde-fous renforcés. Qui ne veut pas conserver le modèle de monétisation par la publicité? Ça veut dire, en gros, c'est ça, hein. C'est-à-dire plus de pub. Hein. Allez, debout. Donc des services payants, c'est ça que ça veut dire, hein. Ou des services gratuits, mais financés par l'État. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Qui s'abstient? Debout, les abstentionnistes. Debout, les damnés des abstentionnistes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et donc il y en a pas mal qui n'ont pas pris part au vote. Donc voilà, le jury a délibéré. Mesdames et messieurs, je vais rendre le jugement. Et 21, c'est bien, on est dans les temps. J'ai regardé, je crois qu'on m'avait dit qu'il fallait finir à 21h30, donc on a même 9 minutes d'avance, ce qui me donne le temps de faire la lecture du jugement. Vous voyez? Voilà, ce jugement est limpide. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous avez été convaincus, peut-être par vos a priori, qu'il fallait radicalement revoir le modèle publicitaire, quitte à mettre à mal la rentabilité actuelle de ces entreprises. Et je crois que c'est assez consensuel. Même l'avocate de la défense l'admet. Vous estimez que les régulations et les outils actuels sont insuffisants. Et ça tombe bien, des législateurs engagés à l'échelle nationale comme européenne, et peut-être même quelques gouvernements travaillent en ce moment pour renforcer le cadre. Mais je le dis, Madame la représentante du ministère public, quel que soit le cadre, quelle que soit sa force, un bon cadre ne sera performant que s'il y a une action publique efficace. Et aujourd'hui, en tant que président de ce tribunal, je suis contraint de constater une chose. L'action publique n'est pas à la hauteur.
Les moyens donnés aux régulateurs ne sont pas à la hauteur. Les moyens de la justice sont insignifiants. Les moyens de la police, qu'en dire? Et donc oui, aujourd'hui, il y a évidemment un cadre de régulation qui est insuffisant, et même si il est en voie d'être amélioré, il peut toujours l'être. Mais ce qui compte, c'est l'application de ce cadre. Et là, il y a une faillite de l'action collective, et pas une faillite simple des modèles économiques, des big tech. Il s'agit là d'une carence fautive de l'État. La troisième question qui était posée, acceptons-nous de conserver le modèle de monétisation par la publicité avec des garde-fous renforcés? Je dois dire que le procès de ce soir aura été particulièrement utile. Parce que la salle était partagée. Elle était vraiment partagée. Si cette salle était partagée, c'est bien parce que vous avez accepté d'aller au-delà de vos certitudes, de laisser une place pour le doute. Et cette division quasi 50-50, 31-35, peut-être que j'ai mal compté, mais globalement, c'était globalement ça. Eh bien, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que, certes, nous sommes, et Madame la procureure l'a dit, des victimes. Et que peut-être que ce sont les victimes qui ont parlé, dans une forme de syndrome de Stockholm, de leur nécessité de conserver ces smartphones et ces réseaux sociaux qui les biberonnent, tant ils sont conscients que ces réseaux sociaux sont un modèle qui est financé par la publicité, que sans cette publicité, il n'y a plus de réseaux sociaux, et qu'ils pourront plus scroller comme ça, facilement, jusqu'à 3h du matin, tous les soirs. Et donc oui, peut-être que les 35 voix qui ont dit « conservons la publicité » l'ont dit parce qu'ils savent que c'est la seule manière de conserver des réseaux sociaux. Peut-être que les 31 voix qui ont dit finalement supprimons la monétisation par la publicité des réseaux sociaux, on dit ça par dogmatisme socialiste, parce qu'après tout, c'est une raison, ou alors peut-être parce qu'ils sont les héritiers de Bernard Arnault et qu'ils ont eux-mêmes les moyens, comme à peu près 19 000 familles en France, de ne pas payer d'impôts, mais de s'abonner à Facebook. Alors, voilà, peut-être sont les raisons qui vous ont amené ce soir à produire ce jugement, un jugement clair, mais un jugement nuancé. Et je crois, comme diraient certains, et ils étaient présents tout à l'heure, qu'il faut parfois avoir le courage de la nuance. Mais couragedelanu.fr, vous taperez ça et vous tomberez sur des perspectives présidentielles. Oui, c'est comme cela que je voulais finir cette soirée en vous disant que, quelles que soient les conclusions de ce soir, avec ou sans monétisation, les réseaux sociaux sont amenés à perdurer. Et que nous, en tant que justiciables, mais aussi en tant qu'acteurs politiques ou citoyens engagés, devons conserver cette vigilance accrue, cette vigilance permanente, cette exigence aussi à l'égard du législateur et des pouvoirs publics de renforcer le contrôle de l'algorithme. Parce que oui, il faut de la publicité, mais il faut, et vous l'avez dit dans cette nuance, une publicité encadrée, il faut de la transparence. Parce que sinon, qui paiera demain les publicités pour aller sur les réseaux sociaux? Les Russes. Je le dis et je finis comme ça. En Roumanie, des influenceurs ont été payés par les Russes, et ça on peut le savoir grâce au répertoire de transparence du DSA. Grâce à ce qu'on a mis en place à l'échelle européenne, on peut aller faire des recherches dans des registres et comprendre et voir les ingérences étrangères à travers la publicité et le recours à des influenceurs. Et donc oui, il existe un droit, oui, il existe de la publicité, et oui, il y a toujours eu, par ailleurs, des ingérences étrangères qui payaient des gens pour influencer dans le débat public. Mais cette ingérence est aujourd'hui si forte, si puissante, qu'il nous faut être vigilants. Et ce soir, peut-être que l'un des principaux enseignements de ce procès aura été celui d'une vigilance accrue, celui de citoyens plus éclairés. Et c'est finalement ce que permet l'Académie Léon Blum, plus largement le socialisme. C'est l'idée que des citoyens, par la science, deviennent maîtres d'eux-mêmes et, à la fin, domptent les puissances de l'argent. Ils dompteront les puissances de l'argent. C'est ce que nous ferons dans un cadre respectueux de l'état de droit et des libertés fondamentales. Je vous remercie pour votre participation.